Le Standard est champion de Belgique 1982. Scandale dans le monde du football, le Standard a acheté son titre 82. Le capitaine de l'équipe nationale avoue avoir acheté une victoire de son ancien club, le Standard de Liège. C'est ce qu'on me met à souiller. Quelle magoule. C'était il y a tout juste 40 ans. Alors au sommet de son art, avec des clubs se hissant quasi annuellement en finale de Coupe d'Europe et une sélection rivalisant avec les meilleures formations du moment, la Belgique redescendait brutalement de son piédestal. Pour cause, un match, une enveloppe, une somme dérisoire, une poignée de main, puis une faille, trouvée un peu par hasard. Suffisante pour dévoiler un arrangement conclu par la meilleure équipe belge du moment, le Standard de Liège. Une affaire qui sera le point de départ d'une longue période tumultueuse et de disette pour les Wallons et qui impactera l'intégralité du football belge. « 8 mai 1982. Le Standard de Liège, monstre sacré du football belge et plus grand club wallon, est opposé à Waterskei, une formation issue de la cité minière de Genk, située dans la province de Limbourg, à 30 km de Liège. Il s'agit de la dernière journée de championnat, et les Standardmen sont alors en course pour un 7e titre de champion. Porté par une assise défensive solide, avec la présence d'un prometteur gardien du nom de Michel Prudhomme, et du latéral droit et capitaine emblématique Eric Gerets, le Standard enchaîne les bons résultats et se retrouve à disputer en fin de saison un duel à distance face à l'éternel rival d'Anderlecht, soit le champion sortant. Leader au classement avec 2 points d'avance sur ces derniers, les Wallons n'ont besoin que d'un nul pour s'adjuger le titre. Un résultat tout à fait à la portée d'une équipe qui dispute cette rencontre à domicile, qui plus est face à une formation limbourgeoise terminant en roue libre, puisque Waterskei est assuré d'achever la saison en milieu de tableau, mais surtout prépare un rendez-vous majeur, soit la demi-finale de Coupe de Belgique, qui se dispute quelques jours plus tard face à Beveren. Du côté des Wallons, l'enjeu est double, puisque ces derniers ont également rendez-vous avec l'histoire, en disputant 4 jours plus tard leur première finale de Coupe d'Europe, soit la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, face au Barça, et ironie du sort, la rencontre se déroule au Camp Nou. La pression sur les épaules des Rouges est immense, puisque ces derniers peuvent entrer dans l'histoire, en devenant la première formation belge à réaliser le doublé championnat-Coupe d'Europe. Une pression ressentie essentiellement par l'entraîneur de cette formation, un certain Raymond Goethals. Ex-entraîneur d'Anderlecht avec qui il remporta la C2 en 1978, ou de la sélection belge qui mena la 3e place lors de l'Euro 72, Raymond Lascience n'a cependant jamais eu l'honneur d'être couronné champion de Belgique. Ce dernier souhaite conjurer le sort en s'adjugeant ce titre, quitte à payer le prix fort, et ce au sens propre du terme. Craignant qu'Anderlecht ne s'attache les services de quelques joueurs du Cercle de Bruges, ultime adversaire des Bruxellois cette saison, Goethals persuade le manager général Roger Petit, alias Monsieur Standard, de lui mettre à disposition un demi-million de francs belges afin de soudoyer plusieurs joueurs de Waterskei. C'est le capitaine Eric Gerets qui sera chargé de convaincre son homologue Roland Janssen. Une tâche rendue facile par les nombreux liens existants entre les joueurs des deux formations. Gerets est ami avec le capitaine de Waterskei qui n'est autre que son voisin et est originaire de la province du Limbourg, à l'image de ses coéquipiers Theo Poel, Guy van der Smissen ou Jos Derden, tous originaires des environs de Genk. Enfin, le défenseur liégeois Gérard Blessers retrouve ses 2 frères Ivo et Pierre qui évoluent dans l'équipe opposée. Gerets et Janssen s'entendent donc assez facilement et ce dernier se verra octroyer 420 000 francs belges à répartir entre les joueurs du vestiaire limbourgeois. La somme constituée représente ainsi les primes de match des joueurs du Standard. Les principaux cadres sont au courant de la transaction et un seul joueur refuse de laisser sa part, soit l'expérimenté milieu de terrain Harry Hahn, transfuge d'Anderlecht qu'il quitta en froid avec la direction. Le public ayant investi les travées du stade Maurice Dufrane n'est pas au courant de ce qui vient de se produire dans les couloirs de l'enceinte wallonne. Il est alors 20h et c'est dans l'insouciance générale que le coup d'envoi est donné. Les Standardmen dominent les débats et aucun signe flagrant ne révèle un potentiel arrangement. Van der Smissen ouvre la marque à la 39e minute de jeu, puis les Rouges aggraveront le score en seconde mi-temps par l'intermédiaire de Benny Wendt et Jos Derden, tandis que Waterskei réduira la marque en toute fin de match grâce à une réalisation signée Willy Fliegen. 3-1 pour le Standard, les Liégeois sont sacrés champions de Belgique et Goethals peut enfin savourer un titre qui le fuit depuis si longtemps. Un seul joueur restera cependant sur le terrain pour fêter ce 7e titre avec des supporters déchaînés, il s'agit évidemment du capitaine Gerets
qui sera élu meilleur joueur du championnat cette saison-là. De son côté, Waterskei peut se satisfaire de n'avoir perdu aucun joueur, puisque ces derniers remporteront quelques semaines plus tard la Coupe de Belgique. Le 12 mai 82, les Rouges disputent leur première finale de Coupe d'Europe en terrain hostile face au Barça. Si Van der Smissen récidive en donnant l'avantage au Standard en début de rencontre, suite à une superbe combinaison sur coup franc, les Blaugrana égalisent juste avant la mi-temps par l'intermédiaire de l'ex-ballon d'or danois Allan Simonsen, qui marque de la tête malgré son mètre 64. Puis poussés par le public et un arbitrage pro-catalan, les Barcelonais prennent l'avantage sur un coup franc rapidement joué, alors que l'arbitre de la rencontre, M. Walter Eschweiler, n'avait même pas sifflé et discuté avec des joueurs du Standard. Une escroquerie inqualifiable pour des Wallons, qui disputaient là leur unique finale européenne. Néanmoins, 5 joueurs du Standard seront appelés par le sélectionneur Guitis pour disputer le mondial espagnol, dont Eric Guéretz, également capitaine des Diables Rouges. Ces derniers, finalistes de l'Euro 80, réaliseront un joli parcours en terminant premier de leur groupe, devançant notamment l'Argentine de Maradona, avant de se faire éliminer au second tour après 2 cuisantes défaites face à la Pologne et l'URSS. De nouveau titré en championnat la saison suivante, le Standard vit alors une période dorée, tout comme la sélection belge qui peut compter sur une défense wallonne infranchissable. Une période qui prendra brutalement fin en février 1984. L'ISI, soit l'inspection spéciale des impôts, s'intéresse depuis le début des années 80 à de potentielles fraudes fiscales organisées par différents clubs professionnels. Le juge Guido Belmans, alias le shérif, va alors ouvrir en octobre 83 une enquête pour soupçon de fraude fiscale et interroger de nombreux dirigeants de clubs belges. Le 22 février 84, des perquisitions sont effectuées au local du Standard par la brigade de surveillance et de recherche pour le compte du juge Belmans. Ce dernier interroge 2 jours plus tard Goethals et Petit sur la destination suspecte de certaines sommes d'argent. Les deux avoueront avoir eu recours à des écritures en faux pour éviter l'impôt. Mais ce qui intrigue avant tout le shérif Belmans, c'est une ligne, inscrite dans un cahier appartenant à Roger Petit. Alors que la sélection belge se prépare à disputer le 29 février une rencontre amicale face à la RFA, les Diables Rouges doivent se passer de leur capitaine Guéretz, désormais joueur et capitaine des Rossoneri, convoqué le 28 février par le juge Belmans en tant que capitaine du Standard au cours de la rencontre l'opposant à Waterskei 2 ans plus tôt. Aux côtés de Goethals et Petit, au cours d'un interrogatoire de plus de 14 heures, il va non seulement avouer les faits, mais apporter des précisions quant au déroulement précis de cet arrangement. Scandale dans le monde du football, le Standard a acheté son titre 82. Les aveux d'Eric Guéretz ont été confirmés par Raymond Goethals, l'entraîneur du Standard, mais le Michel... Les médias vont alors s'en donner à cœur joie en relayant cette information sans discontinuer durant des jours et des semaines entières. Si le vestiaire se montre solidaire face à ce tourbillon médiatique, seul Guéretz assumera publiquement les faits, lui qui fut le seul à préciser les faits devant le juge Belmans, le seul à partager ce titre auprès du public de Sclessin, désormais le seul à devoir assumer la responsabilité de cette affaire alors qu'il ne servait que d'intermédiaire. Il sera d'ailleurs licencié par l'AC Milan, tandis que Petit et Goethals quitteront leurs fonctions quelques jours plus tard. Nombreux sont les supporters liégeois à crier au complot, prétendant qu'il s'agit là d'un piège tendu par les dirigeants d'Anderlecht. Mais la réalité est différente. Comment expliquer que Raymond Goethals puisse acheter un match qui leur semblait promis, face à une formation intrinsèquement plus faible sur le papier et n'ayant aucun intérêt sportif à disputer le match à fond, et ce à quelques jours d'une demi-finale de Coupe de Belgique, sachant que nombreuses étaient les amitiés entre les joueurs des deux formations. Comment expliquer qu'un personnage aussi emblématique que Roger Petit puisse laisser une telle preuve sur un cahier accessible par tous ? L'hypothèse concernant une corruption affichée et endémique au point que les dirigeants ne soient pas inquiétés par la justice semble peu crédible, ceci sous-entendant que la fédération belge, les clubs professionnels et la justice agiraient tous de concert. Une autre grille de lecture semble cependant plus réaliste. Roger Petit travaillait au Standard depuis plus d'un demi-siècle et est le manager général du club phare du football wallon depuis 35 ans, club qui s'est imposé depuis peu comme la principale force du pays. Mais il est surtout le principal acteur du passage au monde professionnel, lui qui fonda la Coupe de la Ligue professionnelle en 1973, avant de devenir le cofondateur de la Pro League l'année suivante, association regroupant l'intégralité des clubs professionnels belges de première et deuxième division, pour finalement devenir le premier président. Le professionnalisme, acté en 1974, permit au football belge de connaître son heure de gloire, en totalisant 8 finales de Coupe d'Europe entre 1976 et 1984, tandis que la sélection s'imposa comme l'une des principales forces du continent. Difficile donc de s'opposer à un homme qui apporta tant à cette nation du ballon rond.
Quant à Goethals, la peur de l'échec, l'anxiété, la crainte de voir Anderlecht user de subterfuges le poussa à prendre les devants, sans prendre en considération les conséquences désastreuses qu'un tel arrangement pourrait engendrer. L'Union belge de football prendra évidemment des sanctions à l'encontre des acteurs concernés par l'intermédiaire d'une commission de contrôle qui se réunit le 2 avril. 10 joueurs, soit 7 du Standard et 3 de Waterskei, sont condamnés à 1 an de suspension. Roland Janssen est suspendu 2 ans, Gerets l'est pour 3 ans, Petit est exclu de l'Union belge et Goethals, lui, est radié à vie. Harry Hahn fut quant à lui relaxé pour avoir refusé de laisser sa prime, une version que reconnaissent la plupart des joueurs du Standard concernés. Le pourvoi en appel réduira les sanctions de tous ces joueurs, tandis que Goethals pourra de nouveau réentraîner en Belgique, même si celui-ci s'exila provisoirement en l'entraînant au Portugal. L'exil, c'est le choix effectué par la plupart des joueurs concernés par ces sanctions. Aucun d'entre eux ne pourra disputer l'Euro 84, ce qui oblige le sélectionneur Getis à aligner une formation expérimentale qui se retrouvera en grande difficulté, notamment dans le secteur défensif, jusque-là pourvu majoritairement par les ex-standardistes. Les Diables Rouges se feront éliminer dès le premier tour avec une cuisante défaite 5-0 face aux autres Français et encaisseront 8 buts en seulement 3 matchs. Sachant qu'aucune plainte ne fut déposée, pas même par le ministère public car la corruption n'était pas considérée à cette époque comme représentant une infraction pénale, aucune poursuite judiciaire ne fut effectuée à l'encontre du Standard. Le club ne subit aucune sanction sportive, mais la perte de ses joueurs cadres ainsi que le paiement d'une lourde amende vont considérablement affaiblir cette institution wallonne qui devra abandonner toutes ses autres activités sportives. La totalité des joueurs suspendus réussiront à retrouver rapidement un club et poursuivre leur carrière, parfois même au niveau international. Eric Gerets, paria pour un temps malgré son honnêteté, inquiéta l'opinion publique quant à son état, au point que la police craignit le pire à son sujet. Il se relança toutefois avec brio à Maastricht avant de rejoindre le PSV Eindhoven à l'été 85, un choix payant puisque non seulement il retrouvera sa place de titulaire en sélection, mais s'imposera comme l'un des piliers du PSV Eindhoven, qui entamera dès lors son âge d'or, au point de se hisser sur le toit de l'Europe en 88, avec comme capitaine Eric Gerets. Les sommets européens, Goethals les atteindra avec l'Olympique de Marseille en 93. Maître tacticien, notamment sur l'aspect défensif, Raymond Lassiance sera également pardonné, même s'il continuera de fermer les yeux sur cette affaire. Il y a eu une question de primes qui n'ont jamais été données par le club, qui ont été données par les joueurs, pas par moi, parce que moi je n'avais même pas de primes. Plus troublant encore, ce sont les similitudes existantes entre le scandale Standard Waterskei et l'affaire OMVA. 2 rencontres disputées en fin de saison pour la course au titre, face à une équipe intrinsèquement plus faible sur le papier, et à quelques jours d'une finale de Coupe d'Europe. Le dénouement sera différent puisque si l'OM parviendra à inscrire son nom au palmarès de la Coupe aux grandes oreilles, la chute n'en sera pas moins plus brutale. Relégué en 2e division, le club olympien attendra 17 ans avant de remporter de nouveau un titre. Et à une année près, c'est un certain Eric Gerets qui aurait pu rompre cette mauvaise série à la tête des Phocéens. Bien que Goethals et Gerets aient marqué l'histoire du Standard, du football belge et de l'Olympique de Marseille, l'inimitié s'est désormais installée entre les deux hommes, Eric Gerets reprochant à son ancien entraîneur son manque d'honnêteté et de soutien, alors que c'est bien ce dernier qui lui a ordonné de transmettre cette maudite enveloppe. Vous auriez servi d'intermédiaire entre le Standard et Waterskei pour réaliser, disons, la corruption d'un match. C'est ce qu'on me met dans la souillée. Le fait qu'il y a un Belge qui a été entraîneur de Marseille, je ne me rappelle plus de son nom. Les liens entre le Standard et l'OM sont décidément nombreux, au point même que les Fanatics et les Ultra Inferno se lièrent d'amitié. Les Ultra Inferno sont aujourd'hui le groupe ultra référence de toute la Wallonie. Un groupe constitué dans les années 90 par des anciens membres du Hellside 80, mouvement hooligan qui marqua considérablement le football belge dans les années 80. Et pour cause, à la suite du scandale de Waterskei, le Standard, rayé par les autres formations tant pour cette affaire que pour ses piètres résultats, va non pas marquer les esprits sur le terrain, mais en dehors. Réputé comme l'un des groupes les plus violents de toute la Belgique, détesté par toute la Flandre, il perdra de son influence dès lors que la culture ultra s'imposa dans les travées, avec en point d'orgue la création des Ultra Inferno. Les supporters devront attendre un quart de siècle pour voir le Standard triompher de nouveau en championnat, en s'adjugeant le titre en 2008, puis en 2009. Les résultats sont depuis globalement décevants et le club wallon se retrouve désormais à lutter pour se maintenir, eux qui n'ont plus connu la 2e division depuis plus d'un siècle. Les scandales de corruption ne manquent pas, quel que soit le championnat concerné.
Standard Waterskei n'est que l'arbre cachant une forêt dont les racines sont si profondes qu'il est impossible de se faire une idée précise du nombre d'acteurs concernés par ces arrangements. Certes, Goethals, Geretz, Petit et consorts ont décidé de concert de se salir les mains, mais à quel prix? L'erreur est humaine, l'honnêteté doit primer, mais évoquer ces tristes souvenirs n'a pas pour vocation de réprimer, railler ou condamner gratuitement des événements passés, mais plutôt de rappeler que certaines actions illicites et parfois anodines peuvent avoir des conséquences irréversibles. Standard Waterskei, OMVA, le Bundesliga scandale, le Calciopoli, voilà autant d'affaires ayant considérablement bouleversé le paysage footballistique à échelle nationale. Si les joueurs et dirigeants concernés ne sont pas les seuls à avoir les mains sales, loin de là, ils auront au moins eu le mérite d'avoir révélé certaines pratiques au grand public et de s'interroger sur la légitimité du résultat avant tout. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour atteindre certains objectifs ? Sommes-nous prêts à cautionner des actes illicites quitte à mettre en péril une institution, voire la carrière de certains joueurs ? Ces questions ne doivent pas rester en suspens. Et pour parvenir à prendre les bonnes décisions à l'avenir, gardons-nous de ne pas négliger les erreurs commises par le passé.